Père millionnaire voit serveuse aider son fils handicapé. Sa réaction choque tout le monde. Il y a des lieux qui, malgré le brouhaha constant de la ville alentour, semblent baignés d'un silence étrange, presque sacré, comme si l'air lui-même se retenait de respirer pour ne pas troubler l'ordre parfait qui y règne, et ce midi-là, dans l'élégant restaurant, le Monarque, situé au sommet d'un immeuble vitré surplombant Paris, tout respirait la perfection, les nappes d'un blanc irréprochable, le service précis et presque invisible, les couverts alignés avec une rigueur militaire, et les murmures feutrés des clients, tous bien habillés, bien éduqués, bien nourris, qui jouaient leur rôle dans cette pièce chorégraphiée avec tant de soin que même le moindre geste semblait prévu, maîtrisé, presque écrit d'avance. À une table isolée, placée non loin des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la Seine et les toits haussés de la capitale, se trouvait Alexandre Morel, dont la réputation dans les cercles d'affaires n'était plus à faire, un homme de pouvoir, au regard froid comme l'acier et au costume parfaitement ajusté, dont les silences en disaient souvent bien plus long que n'importe quel discours, et dont la fortune, accumulée au fil des ans dans l'immobilier et la finance, lui avait valu une admiration teintée de crainte de la part de tous ceux qui l'approchaient de trop près. Assis en face de lui, dans un fauteuil rehaussé par un coussin discret, se tenait Théo, son fils unique, âgé de 8 ans mais dont le corps fragile et les gestes maladroits trahissaient le combat constant qu'il menait contre son propre corps, victime d'un handicap moteur sévère qui l'empêchait de marcher normalement, de parler, et parfois même de tenir ses couverts sans effort, comme si chaque mouvement lui demandait une concentration surhumaine que personne autour de lui ne semblait jamais remarquer, sauf peut-être cette fois. Alexandre, les yeux rivés à l'écran de son téléphone, tapait nerveusement un message à son avocat, ses doigts dansant avec agilité sur le clavier tactile, comme pour fuir la réalité physique de ce déjeuner qu'il n'avait pas souhaité mais auquel il s'était senti obligé, car, malgré son détachement apparent, quelque chose en lui, profondément enfoui, refusait encore d'abandonner complètement ce rôle de père qu'il exerçait comme une fonction parmi tant d'autres, avec une rigueur froide, presque administrative. Théo, quant à lui, luttait en silence contre une cuillère qui lui avait échappé, tombée sur le sol en produisant un petit bruit métallique, presque insignifiant, mais qui avait suffi à faire tourner quelques têtes dans la salle, non pas par compassion mais par cet agacement discret que les riches bien-pensants réservent à ceux qui dérangent leur confort visuel. Un enfant handicapé, maladroit, incapable de tenir son couvert, n'était pas exactement l'image attendue dans ce temple du luxe discret. Du bon goût. Et c'est là que tout a basculé. Elle s'est approchée sans bruit, presque comme une ombre, vêtue de l'uniforme noir et blanc des serveuses du Monarque, mais avec une aisance et une douceur qui détonnaient immédiatement dans cet environnement rigide. Elle s'est penchée à hauteur de Théo, a ramassé la cuillère sans un mot, sans une grimace, sans ce sourire artificiel qu'arborent souvent les employés formés à la politesse mécanique, puis elle a regardé l'enfant droit dans les yeux, longuement, doucement, comme si elle cherchait quelque chose, non pas dans son apparence, mais dans ce qui émanait de lui, cette lumière vacillante que tant d'autres avaient appris à ignorer. Théo, surpris, l'a regardé aussi, et un mince filet de bave au coin de ses lèvres n'a pas semblé la gêner le moins du monde. Au contraire, elle a sorti un petit mouchoir de sa poche et lui a délicatement essuyé le menton, sans cesser de lui sourire, un sourire vrai, sans jugement, sans peur, un sourire qu'Alexandre, lui-même, n'avait jamais su offrir. Alexandre, relevant enfin les yeux de son téléphone, a assisté à la scène avec un mélange d'agacement et d'incompréhension, comme si quelque chose en lui ne savait pas comment réagir. Il aurait voulu l'arrêter, lui dire de reculer, de ne pas s'immiscer ainsi dans son intimité familiale, mais une force invisible, peut-être la même qui l'avait poussé à revenir dans ce restaurant qu'il n'aimait même pas, l'a retenu, l'a forcé à observer, à se taire, à sentir, contre sa volonté, cette étrange chaleur remontait dans sa poitrine. La jeune femme, dont il n'avait même pas encore retenu le nom, a ensuite sorti un petit carnet et un stylo de sa poche, des objets simples, presque désuets, dans ce monde numérique, et a dessiné rapidement une étoile, qu'elle a ensuite montrée à Théo, tout en désignant le ciel au-dessus d'eux à travers la vitre. L'enfant a émis un petit grognement guttural, puis un son, bref, rauque, mais qui ressemblait presque à un rire étranglé. À cet instant, quelque chose s'est brisé dans l'air, peut-être l'illusion de contrôle absolu qu'Alexandre cultivait depuis si longtemps, peut-être cette barrière de verre entre lui et le monde, ou peut-être simplement le silence intérieur auquel il s'était habitué comme on s'habitue à une douleur sourde, constante. Il n'a pas dit un mot, pas encore, mais son regard est resté accroché à elle, à ses gestes lents, à son visage lumineux, à cette façon qu'elle avait de ne pas voir le handicap mais l'enfant, comme si elle lisait un langage que lui-même n'avait jamais compris. Et tandis qu'elle s'éloignait, après avoir replacé la cuillère dans la main de Théo et déposé discrètement une petite serviette en papier ornée d'un dessin, un soleil rayonnant entouré de points, Alexandre est resté là, figé, incapable de détourner les yeux, comme si une scène,
1000 fois plus bouleversante qu'un effondrement boursier, venait de se jouer sous ses yeux sans qu'il en comprenne encore la portée. Il ne savait pas encore que ce moment allait tout changer, qu'il allait remettre en question tout ce qu'il croyait savoir de la paternité, de la tendresse, de la fragilité humaine, ni qu'il était sur le point de déclencher une série de décisions qui feraient parler tout Paris. Et que sa prochaine réaction, dictée par la peur plus que par la raison, choquerait tout le monde. Il y a des obsessions qui s'installent sans bruit, comme un filet d'eau glissant lentement sous une porte entr'ouverte, que l'on ignore d'abord, croyant à une illusion passagère ou à une coïncidence sans importance, mais qui, petit à petit, imbibe les fondations les plus solides d'un esprit pourtant habitué à contrôler, calculer, maîtriser, et c'est exactement ce qui se passa dans les jours qui suivirent cette scène silencieuse entre Élise et Théo, une scène que le cerveau d'Alexandre, bien qu'occupé par 1000 préoccupations financières et stratégiques, ne parvenait pas à effacer, comme si une fissure invisible s'était ouverte dans son armure impénétrable, laissant entrer une lumière dont il avait oublié jusqu'à l'existence. Il ne comprenait pas, ou du moins refusait de s'avouer, pourquoi il retourna au Monarque, 3 jours plus tard, à la même heure, et avec la même rigidité d'allure, comme s'il s'agissait d'un simple rendez-vous professionnel, alors qu'en réalité, un trouble diffus s'était emparé de lui, une envie étrange et presque honteuse de revoir cette femme au visage doux, à la voix rare mais éloquente, à la manière unique de s'adresser à un enfant qui, depuis 8 ans, n'avait jamais vraiment connu ce qu'était une vraie présence humaine, une attention patiente, une chaleur désintéressée. Théo était à ses côtés, comme à l'accoutumée, silencieux, assis droit dans son fauteuil, les doigts contractés sur le bord de la table, le regard fuyant, comme s'il craignait toujours de déranger, de gêner, de ne pas être à la hauteur du monde froid et précis que son père avait construit autour de lui, un monde sans bavure, sans rature, sans gestes inutiles, un monde où la tendresse n'avait pas sa place. Mais ce jour-là, Élise n'était pas là. Ce furent d'abord les pas d'un serveur trop pressé, puis le sourire trop blanc d'une jeune fille nerveuse, puis un responsable en costume 3 pièces qui vint s'enquérir, avec toute la déférence attendue, si Monsieur Morel souhaitait un plat particulier ou son menu habituel, et tout cela irrita profondément Alexandre, bien au-delà du raisonnable, car il réalisait avec une frustration grandissante qu'il attendait quelque chose, non, quelqu'un, et que cette attente le mettait face à une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Il posa la question avec un calme glacial, presque mécanique, comme on interroge une base de données, la serveuse de l'autre jour, Élise, est-elle en repos? Le maître d'hôtel hésita un instant, puis, visiblement mal à l'aise, expliqua qu'elle avait demandé un congé imprévu pour des raisons personnelles, ce qui éveilla chez Alexandre une suspicion immédiate, car il n'était pas homme à croire aux coïncidences, surtout lorsqu'elle touchait de près un élément qu'il ne contrôlait pas. Il se promit intérieurement de revenir le lendemain, puis le jour suivant, et encore après, jusqu'à ce qu'il obtienne des réponses. Et elle finit par réapparaître. C'était un jeudi, en fin de service, alors que le restaurant commençait à se vider doucement, les derniers clients sirotant leur café comme on prolonge un rêve agréable, et Alexandre, assis seul à sa table, cette fois sans son fils, la vie passée en arrière-plan, portant un plateau avec une grâce naturelle, les cheveux tirés mais quelques mèches tombant sur son front, son regard vif et concentré, sa démarche souple, presque dansante, et cette fois, il n'attendit pas qu'elle vienne, il l'interpella. Elle s'arrêta net, surprise, mais s'approcha avec calme, sans peur, comme si elle avait prévu cet échange depuis des jours, et lorsqu'il lui demanda, sur un ton faussement détaché, pourquoi elle s'était intéressée à son fils, pourquoi elle s'était permise de s'en approcher ainsi, elle répondit d'une voix douce mais ferme, sans baisser les yeux, qu'elle n'avait rien permis, qu'elle avait simplement fait ce que toute personne devrait faire lorsqu'elle voit un enfant en difficulté, elle avait tendu la main. Ces mots, simples en apparence, claquèrent dans l'esprit d'Alexandre comme un rappel cruel de tout ce qu'il n'avait jamais su faire, de tout ce qu'il avait délégué, évité, contourné, trop préoccupé par ses affaires, ses contrats, son image, pour voir que son propre fils attendait, depuis toujours, qu'on lui tende la main. Mais au lieu de remercier, de s'excuser, ou même de se taire, Alexandre, piqué au vif dans son orgueil blessé, commit l'erreur qu'il regretterait bientôt, il alla voir le directeur du restaurant, exigea que cette serveuse ne s'approche plus jamais de son fils, qu'elle limite ses interactions au strict minimum, qu'elle reste à distance, sous peine de sanction et sa voix, ferme, inflexible, tranchante, fit trembler le jeune directeur, qui, sans oser protester, promit d'appliquer ses consignes. Immédiatement. Ce soir-là, Élise rentra chez elle avec un poids dans la poitrine, ne comprenant pas comment un geste aussi naturel avait pu provoquer une telle réaction, et Théo, qui avait attendu sa visite en silence, dessina seul dans sa chambre une série de petits soleils, entourés de visages tristes, comme s'il savait déjà que quelque chose avait été brisé. Et Alexandre,
de retour dans son appartement luxueux, se surprit à ne pas trouver le sommeil, hanté par une image qu'il n'arrivait pas à chasser, le regard de son fils lorsqu'Élise lui avait rendu sa cuillère, ce regard fragile, étonné, presque émerveillé, qu'il n'avait jamais vu dans ses yeux auparavant. Il se leva au milieu de la nuit, alla jusqu'à la chambre de Théo, l'observa dormir, les poings fermés, les jambes recroquevillées, et sentit, pour la première fois depuis des années, un frisson d'angoisse pure l'envahir, pas pour un contrat perdu, pas pour une action en baisse, mais pour une peur plus primitive, plus intime, celle de perdre quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment eu, celle de passer à côté de son propre fils sans l'avoir jamais connu. Ce qu'Alexandre ignorait encore, c'est que cette décision, humiliée, écartée, faire taire Élise allait bientôt déclencher une réaction qu'aucune richesse ne pourrait arrêter, un retournement qu'il ne verrait pas venir, et qui changerait pour toujours le cours de sa vie. Il existe des douleurs que l'on enterre si profondément qu'elles finissent par devenir les fondations mêmes de notre existence, des cicatrices anciennes que l'on recouvre de silence, de responsabilité, d'argent, de succès, croyant naïvement que si l'on empile assez haut les réussites et les trophées, les fantômes finiront par se taire, mais le problème avec les souvenirs étouffés, c'est qu'ils trouvent toujours un moyen de remonter à la surface, à la faveur d'un geste, d'un visage, d'un regard, ou d'un silence trop semblable à celui d'un jour qu'on aurait préféré ne jamais revivre. Ce matin-là, alors que le ciel était pâle et sans relief, Alexandre se tenait debout devant la grande baille vitrée de son bureau privé, situé au dernier étage d'un immeuble austère du 8e arrondissement, une tasse de café noir serrée entre ses doigts tremblants, son regard absent plongé dans le balai monotone des voitures qui se croisaient en contrebas, et dans le reflet du verre, il ne vit pas l'homme accompli que les magazines économiques glorifiaient, ni le père modèle que son entourage prétendait admirer, mais une silhouette épuisée, rigide, aux yeux vides, une sorte de prisonnier bien habillé qui ne savait plus très bien ce qu'il poursuivait, ni ce qu'il fuyait. Théo, depuis plusieurs jours, refusait de manger à table, détournait les yeux lorsqu'on lui parlait, dessinait en boucle des visages sans bouche et des soleils sans rayons, comme si quelque chose s'était éteint en lui, comme si le fil invisible qu'il avait rattaché à ce monde venait d'être rompu, et Alexandre, incapable de nommer cette sensation, avait simplement ordonné qu'on consulte un spécialiste, un pédopsychiatre réputé, un autre nom sur une liste, un autre protocole qu'on allait suivre. La lettre, comme on suit une stratégie d'investissement, sans émotion, sans chaleur, sans intuition. Mais ce que ni les analyses, ni les comptes rendus médicaux ne pouvaient expliquer, c'était cette impression étouffante qui lui nouait la gorge chaque fois qu'il repensait à Élise, cette serveuse qu'il avait fait écarter pour un simple geste de tendresse, cette femme qui, par sa seule présence, avait réveillé une faille ancienne, béante, un souvenir qu'il avait juré de ne plus jamais affronter, celui de la nuit où tout avait basculé. C'était un hiver glacé, il y a 8 ans, dans une clinique privée au mur d'un blanc insupportable, où sa femme, Camille, l'amour d'une vie qu'il n'avait jamais su chérir à la hauteur de sa douceur, était morte en couches, dans un silence brutal, sans cri, sans adieu, sans regard, le cœur ayant lâché après des heures d'effort, laissant derrière elle un bébé fragile et un mari pétrifié, incapable de pleurer, de crier, de hurler, simplement figé comme une statue de marbre, les yeux secs, le cœur contracté autour d'une idée atroce, ce petit être, ce fils qu'il n'avait pas encore touché, avait pris la vie de celle qu'il aimait. Il n'avait jamais dit ces mots à voix haute, bien sûr, jamais osé les prononcer, pas même à son thérapeute, qu'il avait vu une fois puis évité comme la peste, mais cette pensée venimeuse avait coulé dans ses veines jour après jour, s'infiltrant dans chacun de ses gestes, chacun de ses regards envers Théo, qu'il avait toujours aimé à distance, avec culpabilité, avec prudence, comme on manipule un objet sacré mais maudit. Il se souvenait encore de la première fois où il avait tenu son fils dans ses bras, tout petit, tout frêle, enveloppé dans un drap bleu trop grand pour lui, et du tremblement insupportable qu'il avait saisi, non pas d'émotion, mais de peur, peur de le briser, peur de le rejeter, peur d'aimer ce qui avait détruit son bonheur. Alors, il s'était enfermé dans le travail, dans la réussite, avait bâti un empire de béton, de chiffres, de murs lisses et froids, pensant que s'il devenait puissant, respecté, intouchable, il n'aurait plus à ressentir, plus à se souvenir, et surtout, plus à pardonner. Mais Élise, avec ses gestes simples, ses silences éloquents, son regard tendre et résolu, avait tout fissuré en quelques secondes, comme si elle avait vu au-delà du masque, au-delà du costume, au-delà de la façade, et cela, Alexandre ne l'avait pas supporté. Et pourtant, maintenant qu'elle était absente, maintenant que Théo semblait de plus en plus éteint, maintenant que les nuits devenaient longues et peuplées de cauchemars où il voyait Camille lui tourner le dos sans un mot, il comprenait peu à peu, avec une douleur insupportable, qu'il avait fait une erreur monumentale, non pas d'un point de vue stratégique, mais humain. Il avait éloigné la seule personne qui, en un seul geste, avait pu toucher le cœur de son fils, là où lui-même avait échoué. Depuis 8 longues années.
Ce fut donc un matin pluvieux, alors qu'il signait machinalement des documents dans le silence de son bureau, que son conseiller personnel, un homme loyal mais visiblement nerveux, entra avec une enveloppe à la main, posée délicatement sur le bureau comme une relique fragile, en expliquant que la réceptionniste l'avait trouvée dans la boîte postale privée de l'immeuble. Alexandre, intrigué, ouvrit l'enveloppe et découvrit une feuille pliée en deux, sur laquelle étaient collés, maladroitement mais avec soin, 3 petits dessins. Le premier montrait un soleil qui souriait, le second une femme avec de grands yeux, le troisième un petit garçon assis, une main levée vers le ciel. En dessous, en lettres tremblantes, mais reconnaissables, une phrase écrite au crayon, maladroite mais bouleversante, « Merci Élise. Reviens. » Il comprit immédiatement, c'était Théo. Ce dessin, ce message, ce cri muet, valait plus que tous les rapports médicaux, plus que toutes les analyses comportementales, plus que toutes les évaluations thérapeutiques qu'il avait pu financer, c'était une preuve éclatante que, même sans mots, même sans geste parfait, même sans force, Théo avait ressenti, avait compris, avait aimé. Et ce fut là que tout bascula, car Alexandre, pour la première fois, sentit quelque chose d'autre que la peur ou la colère, il sentit le regret. Mais le temps n'attend personne, et ce qu'Alexandre ignorait encore, c'est qu'au même moment, Élise, dans un petit appartement modeste du 17e arrondissement, tenait dans ses mains une lettre de licenciement, discrètement formulée, pleine de formules polies, mais indiscutables, définitives, implacables. Elle avait été congédiée sur recommandation expresse d'un client important, et bien qu'elle n'en ait jamais eu la confirmation, elle savait très bien de qui il s'agissait. Elle posa la lettre sur la table, les yeux embués, et lorsqu'elle vit le petit dessin que Théo lui avait glissé la dernière fois, une main tendue vers un cœur rouge, elle comprit qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse, pas abandonner cet enfant. Et c'est à cet instant précis qu'elle prit une décision qui allait bouleverser à jamais leur destin commun. Il existe des moments dans la vie où les murs que l'on croyait indestructibles se fissurent sans avertir, où les fondations que l'on avait bâties à coups de sacrifices, d'orgueil et d'heures interminables s'effondrent comme un château de cartes soufflé par une brise inattendue, et c'est exactement ce qui arriva à Alexandre Morel, non pas en un cri, ni dans un fracas spectaculaire comme dans les récits que l'on raconte pour se faire peur, mais dans une lente agonie silencieuse, un effritement insidieux, un délitement qui commença par des signes si subtils qu'il n'en prit conscience que lorsque le sol se déroba sous ses pieds. Tout avait commencé par une rumeur, discrète mais persistante, qui circulait dans les couloirs feutrés des conseils d'administration, un murmure empoisonné évoquant une malversation, une fraude comptable, un détournement de fonds lié à l'un de ses associés historiques. Mais dans le monde impitoyable de la haute finance, la vérité n'a pas besoin d'être prouvée pour devenir une arme, et très vite, les journalistes flairèrent le sang comme une meute de chiens affamés, alimentant l'incendie avec des titres acides, des enquêtes à charge, des témoignages anonymes qui tous dessinaient un portrait de plus en plus inquiétant de l'homme d'affaires autrefois intouchable. Alexandre, dans un premier temps, refusa de céder à la panique, tentant de reprendre le contrôle par des réunions d'urgence, des menaces voilées, des injonctions juridiques et des communiqués soigneusement rédigés, mais plus il s'agitait, plus il semblait perdre de son autorité, comme si le monde, fatigué de son arrogance, avait décidé de lui faire payer des années d'indifférence, de froideur, de calcul, et très vite, les banques suspendirent leur crédit, les partenaires se désolidarisèrent. Les actionnaires exigèrent sa démission et l'empire vacilla. Au même moment, Théo tomba malade. Ce ne fut d'abord qu'une toux, sèche et irrégulière, que son père attribua au changement de saison ou à un simple rhume, mais qui, en quelques jours, dégénéra en fièvre persistante, en gémissements nocturnes, en un teint pâle qui rappelait à Alexandre, malgré lui, celui de Camille dans ses derniers instants, et cette ressemblance, aussi brève soit-elle, le transperça comme une lame rouillée. Il fit venir les meilleurs médecins, envoya Théo dans une clinique privée équipée des technologies les plus récentes, fit interdire l'accès à la presse et exigea des rapports toutes les heures, mais malgré tous les soins, malgré toutes les perfusions, les analyses, les protocoles, l'état de l'enfant s'aggrava, et Alexandre, impuissant, se retrouva seul dans une chambre d'hôpital stérile, assis à côté d'un lit trop grand pour un corps si petit, écoutant les bips réguliers d'un moniteur cardiaque. Comme on écouterait une horloge funèbre compter les secondes restantes. C'est dans ce silence suspendu, entre deux respirations tremblantes, qu'il comprit que tout ce qu'il avait construit n'avait aucun sens s'il perdait Théo. Il se souvint des dessins maladroits, des gestes hésitants de son fils, de cette cuillère tombée au sol, de ce regard échangé avec Élise, et il se rendit compte, avec une clarté terrifiante, que la seule fois où il avait vu son fils rayonner, vraiment rayonner, c'était en présence de cette femme qu'il avait fait renvoyer comme un vulgaire pion qu'on écarte de l'échiquier. La honte l'envahit, puis le regret, puis la peur. Il voulut la retrouver, lança une enquête privée,
ordonna à son chauffeur de fouiller les registres, interrogea discrètement d'anciens collègues du restaurant, mais ce fut finalement Théo qui, une nuit, dans un demi-sommeil fiévreux, murmura un mot à peine audible, « Élise ». Ce nom, soufflé comme un espoir, fit éclater en lui une vérité brutale. Il ne s'agissait plus d'un simple caprice sentimental, ni d'un hasard charmant, mais d'une nécessité viscérale, une urgence, une mission, retrouver Élise, et peut-être, grâce à elle, retrouver Théo. Il la retrouva. Pas dans un palace ni dans une salle de conférence, mais dans une petite bibliothèque de quartier, où elle animait des ateliers pour enfants en difficulté, entourée de dessins colorés, de livres cornés et de voix fragiles qui n'avaient jamais été écoutées, et lorsqu'il entra, vêtu de noir, les traits tirés, le regard brûlant d'une émotion qu'il ne savait plus nommer, elle leva les yeux, le vit, ne dit rien, mais il y avait dans son silence toute la violence d'un jugement silencieux, toute la tendresse brisée d'une confiance trahie. Il ne s'excusa pas tout de suite. Il lui parla de Théo, de sa fièvre, de son isolement, de son silence, de ce cri sans voix qui réclamait sa présence, et elle, les yeux brillants mais la voix ferme, lui demanda pourquoi elle devrait encore lui faire confiance, pourquoi elle devrait revenir auprès d'un homme qui l'avait humilié, rejeté, effacé comme on efface une erreur de parcours. Il ne sut quoi répondre, alors il fit ce qu'il n'avait jamais fait, il s'effondra. Là, sur le carrelage froid, les genoux au sol, la tête basse, il murmura qu'il avait peur, qu'il était perdu, qu'il ne savait plus comment être père, qu'il ne savait même pas s'il l'avait déjà été, et Élise, bouleversée par cette chute si humaine, s'approcha lentement, posa une main sur son épaule, et lui dit simplement, « Je viens avec toi ». Ce fut le début d'un autre voyage. Ils revinrent ensemble à la clinique, Élise entra dans la chambre blanche comme une lumière attendue, et Théo, dans un élan de conscience étonnant, ouvrit les yeux, tendit lentement la main, et l'effleura du bout des doigts, comme s'il rêvait encore. Durant les jours qui suivirent, elle resta à ses côtés, lui parla, lui chanta doucement, lui dessina des soleils, des étoiles, des visages apaisés, et peu à peu, l'enfant sembla revenir à lui, comme ramené à la surface d'un rêve trop long. Mais au dehors, le monde ne pardonne pas facilement les failles. Un huissier se présenta à la clinique, tendit à Alexandre un avis de saisie, ses comptes étaient gelés, ses biens confisqués, son appartement mis en vente, et plus terrible encore, une rumeur courait selon laquelle la garde de Théo pourrait lui être retirée, au motif de négligence émotionnelle et instabilité financière. Alexandre, blême, regarda Élise, incapable de parler, les mains tremblantes, tandis que dans le lit, Théo dormait, paisible pour la première fois depuis des jours. Il savait qu'on allait le lui enlever. Et cette fois, il n'avait plus rien à donner sauf une seule chose. Il est des vérités que l'on passe une vie entière à éviter, à contourner, à enterrer sous des couches de pouvoir, de contrôle, de réussite froide et sans cœur, croyant que le silence est une protection, que l'indifférence est une armure, que l'argent peut compenser l'absence d'amour ou réparer ce qui, en réalité, ne se négocie pas, ne s'achète pas, ne se gagne pas. Et ce matin-là, alors que le soleil perçait timidement les nuages pour éclairer la façade blanche de la clinique, Alexandre comprit que le moment était venu de tout abandonner, de se dépouiller de ses dernières illusions, de faire ce qu'il n'avait jamais su faire, choisir son fils, non par devoir, non par fierté, mais par amour pur, humble, total. Les murs autour de lui résonnaient d'un calme étrange, d'un silence lourd de décision, et tandis qu'il avançait dans le couloir au sol glacé, une valise légère à la main, non pas une de ces valises pleines de contrats et de promesses empoisonnées, mais une simple valise en tissu, remplie de quelques vêtements, de dessins froissés, et d'un carnet où Théo avait tracé maladroitement, la veille, une phrase que personne ne sut interpréter immédiatement, « Papa, je veux qu'on parte ». Il entra dans la chambre comme on entre dans une église profanée, avec lenteur, avec respect, avec cette peur sacrée que l'on ressent lorsqu'on sait que chaque geste, chaque mot, peut changer le cours d'une vie, ou le briser à jamais, et ce qu'il vit le bouleversa. Élise, assise près du lit, les cheveux défaits, les paupières lourdes de fatigue, tenait la main de Théo avec une tendresse si absolue que même le plus endurci des hommes aurait senti son cœur fondre, et Théo, les yeux ouverts, brillant d'une lumière nouvelle, le regardait, lui, son père, comme s'il attendait une réponse. Alexandre s'agenouilla, posa la valise au sol, et prit une longue inspiration, non pour se donner du courage, mais pour expulser, peut-être une dernière fois, cette version de lui-même qui avait régné si longtemps, cette version dure, inaccessible, invincible, celle qui avait refusé de pleurer la mort de Camille, qui avait refusé d'aimer un enfant qu'il croyait responsable de son malheur, alors qu'en vérité, il n'avait jamais pleuré que sur lui-même, sur sa solitude, sur son incapacité à être autre chose qu'un homme d'affaires qui confondait l'amour avec le mérite. Il parla d'une voix basse, tremblante, désapprise, comme un enfant qui s'excuse,
et dit à Théo qu'il avait eu tort, qu'il avait été absent même quand il était là, qu'il avait préféré les chiffres au silence, les bâtiments aux bras tendus, et qu'il ne voulait plus jamais recommencer, que si Théo le voulait bien, il abandonnerait tout, absolument tout, les entreprises, les appartements, les voitures, les voyages, les apparences, pour simplement être là, apprendre, essayer, recommencer. Théo ne répondit pas tout de suite, mais ses doigts, fins et fragiles, glissèrent lentement dans ceux de son père, et dans ce contact, il y avait plus de pardon que 1000 mots, plus d'acceptation que tous les discours du monde, et Élise, les larmes aux yeux, détourna le regard pour leur laisser ce moment, ce miracle silencieux qu'elle avait attendu, secrètement, depuis le premier jour. Et c'est ainsi que commença leur fuite. Pas une fuite au sens dramatique, pas une course-poursuite de film, mais une fuite douce, intime, une échappée vers une vie simple, invisible, loin des flashs, loin des juges, loin des tribunaux et des vautours qui voulaient faire de Théo un symbole ou une affaire d'État. Alexandre vendit ce qu'il pouvait encore vendre, donna tout le reste à des fondations anonymes, mit fin à ses contrats, envoya une lettre manuscrite à son ancien conseil d'administration, une lettre brève, bouleversante. Sans amertume, dans laquelle il disait simplement qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, et que cela ne figurait pas sur les bilans comptables. Ils s'installèrent dans un village du sud, loin des tours de verre, dans une maison modeste entourée d'oliviers et de vignes, une maison où les portes grinçaient, où les murs étaient rugueux, où l'eau de la douche mettait du temps à chauffer, mais où chaque coin respirait la vérité, la liberté, la lumière. Théo commença des séances de rééducation adaptées, mais ce ne furent pas les médecins qui l'aidèrent le plus, ce fut le quotidien, les rires du matin, les histoires racontées le soir, les parties de dessin avec Élise, les promenades avec Alexandre, qui s'efforçait de tout apprendre, y compris la langue des signes, y compris les silences, y compris la patience, cette vertu qu'il avait toujours méprisée, et qui, désormais, devenait sa force. Il y eut des jours difficiles, bien sûr, des moments de doute, des rechutes, des papiers officiels menaçants, des comptes à solder, mais rien n'était plus fort que cette paix nouvelle, cette tendresse construite à main nue, cette lente et magnifique reconstruction de ce que l'on croyait perdu. Et puis, un jour, alors qu'ils étaient réunis dans le petit salon en bois, autour d'un gâteau que Théo avait décoré de chocolat fondu, Élise, émue, posa sa main sur celle d'Alexandre, et lui murmura qu'elle ne savait pas comment ils en étaient arrivés là, mais que parfois, il fallait tout perdre pour découvrir ce qui avait toujours été là, à portée de cœur. Il ne répondit pas tout de suite, car ses yeux étaient humides, et qu'il regardait son fils, qui, avec une concentration infinie, essayait d'écrire « Papa » en lettres bien droites, comme s'il voulait graver ce mot dans le présent, et l'arracher au passé. Et dans ce moment suspendu, dans cette pièce remplie de chaleur humaine et de lumière douce, Alexandre comprit enfin que la richesse véritable ne résidait ni dans les chiffres, ni dans les propriétés, ni dans l'admiration publique, mais dans ce lien fragile et indestructible qui l'unissait désormais à son fils, un lien fait de pardon, de silence, de gestes simples, de présence vraie. Il n'était plus un homme d'affaires. Il était un père. Et c'était la plus belle chose qu'il ait jamais été. Car au bout du compte, il y a des trésors que l'on ne découvre qu'en tombant, des miracles que l'on ne touche qu'après avoir tout lâché, et des enfants qui sauvent leurs parents en leur montrant ce que le monde, si bruyant, avait oublié, la valeur infinie d'un cœur ouvert. Et cela, ni le pouvoir, ni l'or, ni les titres n'auront jamais pu l'acheter.